Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TVL, et bienvenue dans ce nouveau contre-enquête consacré aujourd'hui à la dépense publique de la République française. Impôts, entraves administratives, bureaucratie, la France est championne de ces règles. Mais une génération s'élève. Le compte X Nicolas qui paye symbolise cette colère fiscale. C'est un phénomène qui n'est pas simplement français. Fenomeno barrial, nous dit Milei, le président argentin, et Elon Musk avec le Dodge aux États-Unis. Alors en France, est-il possible de réformer la machine? Est-il possible de changer le système? Bienvenue dans ce nouveau contre-enquête. La question des dépenses publiques est venue sur le devant de la scène avec les propos polémiques de l'ancien Premier ministre Bayrou sur les boomers. Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Ce sujet de la dette et de la dépense nuisible était déjà au cœur des débats sur les réseaux. À l'origine du compte Nicolas qui paye, un graphique, celui d'un contrat social, d'un mystérieux compte Bouli sur X. Dans ce visuel, on retrouve le fameux Nicolas, 30 ans, qui raque pour l'immigration extra-européenne et pour les retraites. Nicolas, il gagne correctement sa vie, 2 500 € net par mois. Il travaille dans le secteur privé, il paie ses impôts, il cotise à la sécurité sociale, il règle sa TVA, il paye son impôt sur le revenu, sa taxe foncière, sa taxe d'habitation et ses droits de succession. En tout, c'est plus de la moitié de ses revenus qui partent en contributions diverses et variées. Nicolas grincerait probablement moins des dents si au moins les services publics fonctionnaient. Mais les urgences ferment, la sécurité recule, l'école est en crise et surtout cette question lancinante qui revient sans cesse dans sa tête. Mais où va tout mon argent ? Beaucoup de jeunes actifs se retrouvent alors dans ce rôle. Nicolas et la critique des boomers sont alors devenus omniprésents sur la toile. Et des journalistes mainstream, tels qu'Eugénie Bastier, se sont fait les promoteurs de cette ligne. Je pense que c'est une génération qui n'a pas conscience des privilèges qu'elle a vécu en fait, et de l'extraordinaire parenthèse historique en fait. Comme le disait Cyrinelli, c'est la génération sans pareil, puisque c'est la génération qui n'a pas connu le chômage, qui a connu une France encore homogène culturellement, qui a connu la paix, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais versé son sang, qui a pu acheter ses appartements à des loyers modérés, partir en vacances, faire des croisières, et qui a légué et qui en même temps qui a en tout cas déconstruit. Au-delà de l'opposition active-boomer et du poids des retraites dans l'économie, le sujet des dépenses publiques, et plus particulièrement des dépenses nuisibles de l'État, s'avérera peut-être être le grand sujet de la prochaine élection présidentielle. Le think tank identitaire Polemia avait déjà consacré par anticipation son colloque à ce sujet l'an passé. À l'occasion de ce colloque, justement, de Polemia était intervenu Philippe Erlin, économiste et spécialiste des crypto-monnaies. Il nous parle, dans ce contre-enquête, du poids réel et parfois camouflé de l'État dans l'économie. Bon, déjà, 47%, il faut savoir que c'est le taux de prélèvement obligatoire, qui est le plus élevé des pays de l'OCDE. Donc déjà là, on est médaille d'or du poids de l'État. Mais en fait, une chose qu'il faut comprendre, c'est que par ses réglementations, l'État dirige et contrôle des dépenses qui normalement sont de la sphère privée, enfin qui, en termes de comptabilité publique, sont de la sphère privée. Par exemple, quand l'État vous met un DPE, un déficit de performance énergétique, qui est G ou F, qui est mal noté pour l'appartement que vous voulez mettre en location, vous êtes obligé de faire des travaux, sinon vous ne pourrez plus le louer. Et donc ça, c'est une dépense obligatoire. C'est comme si l'État mettait une taxe directement sur vos revenus. C'est une dépense que vous êtes contraint de faire. Bon, si on paye l'électricité, la facture d'électricité des Français a à peu près été multipliée par 2 depuis 2010, depuis que l'État a décidé de développer les éoliennes et les panneaux solaires. Ça, c'est aussi une dépense, c'est aussi une forme d'impôt, quoi. C'est-à-dire, alors c'est pas comptabilisé dans les dépenses publiques, parce que la facture d'électricité, c'est une dépense
privée, donc c'est pas comptabilisé dans les prélèvements obligatoires, il faut bien comprendre ça, mais le fait qu'elle ait explosé comme ça à cause de cette transition énergétique catastrophique, ben voilà, c'est encore une dépense supplémentaire et on pourrait allonger la liste. Le poids même de la bureaucratie, c'est-à-dire le temps que les entreprises passent pour remplir des documents, pour répondre à des enquêtes et pour satisfaire aux exigences de la fiscalité qui est très complexe, bah, c'est aussi un temps qui est pris, un temps de travail qui ne peut pas être dédié aux activités productives de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est une forme de taxe, mais qui n'apparaît pas dans les 47%. Donc en fait, en réalité, alors ce chiffre est nettement supérieur. Alors est-ce qu'on peut le mesurer? C'est un peu compliqué parce que, mais j'aimerais bien qu'un institut d'études se penche là-dessus parce que si on échelonne tout, on passe nettement au-dessus de 50%. C'est-à-dire que là, on bascule d'une économie complètement socialiste et étatisée, quoi. Ce combat contre les dépenses nuisibles n'est pas que français. Le symbole et l'inspirateur de cette lutte serait Javier Milei, le président argentin que d'aucuns qualifient d'ultra-libéral. Le symbole de la tronçonneuse s'est exporté jusque dans l'Hexagone, avec le parti mileïste français dont nous avons pu interroger le représentant, Romain Dominati. Alors, le parti miléiste, c'est avant tout un compte sur X, donc Twitter, qui a pour but de promouvoir les avancées des politiques menées par Javier Milei en Argentine et de manière générale les idées de la liberté et du libéralisme en France qui en a bien besoin. Est-ce que vous avez une affiliation ou au moins des contacts avec ces équipes de Milei justement ? On n'a pas d'affiliation. On s'est mis récemment à tenter d'établir des contacts. Moi, j'ai vécu longtemps en Argentine, donc j'ai un petit réseau là-bas, mais pas du tout orienté politiquement. Je suis en train effectivement d'activer un réseau franco-argentin pour essayer de devenir une tête de pont officielle du miléisme en France. Je sais que le parti de Milei est intéressé par répandre la bonne parole à l'étranger, mais là, étant donné qu'ils sont en pleine campagne électorale, c'est peut-être pas le moment idéal pour nouer des contacts. Oui, parce qu'on a un peu la volonté de Milei avec le phénoméno barrial d'exporter son modèle ou en tout cas d'influencer à l'international peut-être. Tout à fait. On a eu d'ailleurs la chance qui nous gratifie de ce fameux phénomène barrial il y a presque un an. On avait fait un post qui avait bien marché et il l'a vu et donc il l'a partagé. Ça a fait d'ailleurs bien grossir le compte à l'époque et je sais par d'autres contacts qu'il a déjà entendu parler de nous, mais pas plus que ça. Face à ce poids inédit de l'État dans le monde, certains partis font de la baisse de la dépense publique une des priorités de leur programme et s'inspirent ouvertement de la tronçonneuse de Milei, à l'instar de Reconquête, mouvement d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo. Nous avons pu interroger à ce propos Hilaire Bouillet, président du mouvement Génération Z. Évidemment, on a proposé un plan de 63 milliards d'euros d'économie. Je vais vous donner quelques mesures rapidement, mais on peut déjà économiser entre 15 et 20 milliards d'euros d'économie en réservant les prestations sociales non contributives aux Français. On peut faire aussi des économies en supprimant la politique publique dite de la ville. On peut économiser 8 milliards d'euros comme ça. On peut supprimer immédiatement l'aide médicale d'État pour économiser 1 milliard d'euros. Et je passe certaines de nos mesures, mais on peut économiser jusqu'à 63 milliards d'euros tout de suite pour les Français. Il est malaisé de traiter les dépenses publiques dans ce contre-enquête sans parler des retraites que nous avons abordées en introduction. Assurément, les pensions de retraite sont un des premiers postes de dépenses de l'État. Avec les propos de Bayrou, le troisième âge est sous le feu des projecteurs. Assiste-t-on à l'émergence d'un conflit générationnel ? On voit d'ailleurs fleurir sur les réseaux sociaux des collectifs de retraités qui se dressent pour contre-attaquer, comme ce nouveau projet « Touche pas à ma retraite » sur X et sur Facebook. Même si on comprend l'axe pris par Bayrou, puisqu'il y a des déséquilibres qu'il faut réajuster, mais en fait, il fait là le jeu habituel du système de vote en démocratie, c'est-à-dire que ça monte sans cesse des groupes d'intérêt les uns contre les autres et chacun essaie de tirer à soi la couverture étatique.
Et là, Bayrou, il tente de créer une animosité entre des groupes d'électeurs et d'en profiter. C'est vrai que c'est un peu dommage puisque il oublie complètement de dire, enfin, il dit même l'inverse, ce qui est grave, que le principal responsable c'est l'État et que bien sûr que ce ne sont pas les Français qui dépensent trop, c'est l'État qui dépense trop parce que la grande majorité des dépenses de l'État, il y a personne qui les a souhaitées, il y a personne qui les a votées. Donc là, effectivement, il est dans la mauvaise foi la plus totale. C'est vrai que les retraités actuels bénéficient d'un système. Ce système leur est favorable. C'est en fait parce que eux, à l'époque où ils travaillaient et donc ils cotisaient, c'est-à-dire un système par répartition, ils cotisaient, ben, il y avait assez peu de retraités parce qu'on travaillait plus longtemps et puis l'espérance de vie était moins élevée. Et puis il y avait il y a eu le baby boom, donc il y avait beaucoup de salariés par rapport aux retraités. Et maintenant, bah, c'est un peu le contraire, hein. C'est-à-dire que les boomers n'ont pas fait assez d'enfants. Et là, ça se retourne contre ceux qui travaillent, qui doivent payer la retraite des boomers, et ça ampute une partie importante de leur salaire. Donc c'est vrai factuellement. Maintenant, moi, j'aime pas trop opposer les générations. Et en fait, je dirais que l'ensemble des Français salariés et retraités sont victimes d'un système qui n'est pas viable, qui est le système par répartition. C'est-à-dire, l'argent va directement de la poche des salariés à celui des retraités. C'est-à-dire, que cet argent ne travaille pas. Donc, c'est comme s'il y avait un rendement zéro, en fait. Alors que si on passait à un système par capitalisation, enfin, si au moins on introduisait une dose de capitalisation dans les retraites, capitalisation, ça veut dire quoi? C'est de l'argent que l'on met de côté avant d'en profiter, de l'utiliser à la retraite. Et donc, pendant qu'il est de côté, il est placé, donc il profite à l'économie. Il est investi en actions ou en d'autres, ou en immobilier ou d'autres actifs. Et donc, ça contribue à enrichir l'économie. Et puis cet argent qu'on met de côté, bah, il a un rendement, hein, parce que dans le système par répartition, c'est 0% par définition, parce que l'argent passe d'une poche à l'autre. Alors que quand on met de l'argent de côté et qu'on l'investit sur la bourse ou autre pendant plusieurs décennies, bah, ça fait un rendement final très, très Mais ce intéressant. qu'on Et donc constate ça, dans ça les fait pays du Nord, c'est ça, c'est que finalement, la retraite par capitalisation est plus profitable pour les retraités. absolument. Et donc Mm. ça profiterait à tout le monde. Et puis, ça éviterait justement ce déséquilibre entre les actifs et les retraités que l'on connaît actuellement dans le système par répartition, qui s'apparente plutôt à une forme de Ponzi, on va dire, quoi. Mm. Bah, écoutez, pour les retraites, c'est amusant que enfin Bayrou en parle et que ça soit un peu son dernier recours, alors qu'on sait que ce problème des retraites est là depuis des années et des années. Et là, à 4 ou 5 jours, une semaine de tomber et de quitter Matignon, Bayrou sonne l'alarme, nous parle des boomers, nous parle de Nicolas qui paye, mais à 3 jours. C'est un peu le chant du cygne de François Bayrou. Évidemment qu'il faut toucher aux retraites. Et quand je dis toucher aux retraites, évidemment qu'il faut allonger l'âge de départ à la retraite, évidemment qu'il faut travailler plus, évidemment qu'il faut travailler plus longtemps. Je ne parle évidemment pas des métiers dits difficiles et des personnes qui ont commencé à travailler très tôt, à 15, 16 ans par exemple. Mais vous voyez, vous comme moi, aujourd'hui, on travaille dans un bureau, je pense dans plutôt de bonnes conditions. On n'a pas spécialement de charges lourdes à porter, on n'a pas de poussière désagréable à respirer. On travaille pas en usine. Je pense qu'on peut travailler au-delà de l'âge de départ de la retraite aujourd'hui. Et je pense que c'est nécessaire. Donc, quand on vous me demandait si on touche ou si on ne touche pas aux retraites, je pense qu'il faut évidemment allonger l'âge de départ à la retraite. Et chez Reconquête, vous gardez le système par répartition ou vous passez à la capitalisation? On introduit évidemment de la capitalisation dans les retraites. Alors, faut-il vraiment dresser les générations les unes contre les autres avant de s'en prendre aux retraités? Quelles seraient les dépenses nuisibles qu'il faudrait couper en priorité? Réponse de nos 3 experts. C'est évident qu'il y a d'autres dépenses, hein. Bon, on pourra déjà commencer par... Tout à l'heure, je parlais de la transition énergétique. Bah, je considère qu'il faut stopper tout ça, ou du moins, bon, le gouvernement actuel en place, quel qu'il soit, n'a pas la légitimité pour faire ça, mais il pourra au moins tout stopper et décaler ça de 2 ans en disant ce sera débattu lors de l'élection présidentielle. Voilà. Donc on pourrait déjà geler tout ce qui relève de la transition énergétique, geler l'installation d'éoliennes en mer et sur terre, geler les panneaux solaires. Rien que ça va soulager la facture d'électricité. Ça va l'empêcher d'augmenter. Bon, moi je considère qu'il faudra ensuite démanteler, mais ça, bon, ça peut être un débat
ça peut être qu'un débat de la présidentielle, donc il faudra attendre 2 ans. Mais déjà, si on stoppait les choses, voilà, ça ferait un paquet d'économies. Ensuite, il y a aussi la lutte contre la fraude qui peut rapporter assez vite de l'argent, parce que on sait que pour les cartes vitales, il y en a beaucoup qui C'est circulent. Charles Prats qui en parle de Voilà, ça. Charles Prats, Mm. l'ancien magistrat spécialiste du sujet, qui a révélé ça. Il y a plusieurs millions de cartes vitales qui circulent, on ne sait pas trop comment. Bon, le simple fait de dire, bah, par exemple, d'ici le 31 décembre, tous les Français renouvellent leur carte vitale en apportant des documents pour prouver leur identité, etc. Bon, rien que ça permettrait de faire d'élaguer et de générer plusieurs milliards d'économies, quoi. Donc, la lutte contre la fraude, voilà, ça peut payer rapidement. Ensuite, il faut s'attaquer aux dépenses de l'État. Bon, ça, c'est un vaste sujet, il faudrait plusieurs heures, mais en fait, on sait déjà à peu près ce qu'il faut faire entre les rapports de la Cour des comptes et d'organismes privés comme l'IFRAP ou l'IREF ou des gens comme ça. On sait déjà, en fait, à peu près ce qu'il faut faire. Et en mettant en œuvre rapidement, on peut récupérer quelques dizaines de milliards assez rapidement. Voilà, donc ça permettrait tout de suite d'inverser la hausse des dépenses publiques et d'aller vers quelque chose de plus vertueux, quoi. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté politique aujourd'hui? Je ne crois pas. Ouais. C'est une question à laquelle vous, vous répondez ou pas, mais est-ce qu'il y a des candidats en particulier pour vous qui prennent à bras-le-corps cette question, des candidats à la présidentielle qui vous semblent les plus pertinents sur ces questions des dépenses nuisibles et publiques? Ben, je crois qu'on n'a pas déjà de Raveil-Milei en France. Et les partis de droite affichent, que ce soit LR, le RN ou Reconquête ou d'autres affichent Debout la France, etc., affichent le fait de baisser la dépense publique. Ils donnent un certain nombre d'éléments qui peuvent effectivement diminuer la dépense publique, hein, ne serait-ce que la lutte contre la fraude. Mais est-ce que c'est suffisant pour revenir à l'équilibre budgétaire? Non, il manque des choses là. Maintenant, on peut comprendre qu'il se fasse un peu discret là-dessus parce que ce serait, ça représenterait des coupes qui pourraient fâcher des professions, qui pourraient fâcher Ouais, un des gens. Donc, en électorat période potentiel. électorale, c'est un peu difficile. Maintenant, il faut aussi être capable de trouver le discours qui s'adapte à ça. Raveil-Milei a été élu en faisant clairement campagne sur le fait qu'il allait couper dans les dépenses publiques et en donnant des exemples. Il a été élu, il est au pouvoir, il le fait et ça donne des résultats. Donc je pense que nos politiques devraient s'inspirer de l'expérience argentine et, voilà, et de d'autres parce que en fait, depuis les années 90, il y a plusieurs pays qui, à tour de rôle, ont fait des efforts, que ce soit le Canada. Alors, dans les années 90, il y a eu le Canada et la Suède, notamment, qui ont mis en place des programmes de réduction de déficit public qui ont fonctionné, quoi. Voilà, donc maintenant, chaque pays doit trouver un peu sa formule, quoi. Mais en France, on l'a peut-être pas encore trouvé, vraiment, quoi. Alors justement, au niveau de ces dépenses publiques, quelles seraient, selon vous et le Parti Mélis, les dépenses qu'il faut couper en priorité? Il y en a beaucoup, hein, c'est une vaste question. On a publié sur la page du Parti ministre un budget qu'on estime faisable, rationnel, qui pourrait être atteint assez rapidement et on va bientôt publier un programme. Donc je vous dis ça c'est une petite bande-annonce. Mais non, plus concrètement, il faut trancher tout de suite dans les dépenses de l'État. Il faut supprimer déjà une douzaine de ministères. Il faut supprimer une quantité incroyable d'agences étatiques qui ne servent absolument à rien, comme l'AFD, l'AME, Météo France, les chèques colo, sport, vacances, tous ces dispositifs-là. Il y a au moins un bon tiers des agences de l'État qu'on peut supprimer sans qu'il y ait quasiment aucun impact sur la vie quotidienne des Français. Il faut baisser drastiquement les aides aux associations, aux entreprises, publiques comme privées, aux syndicats. Voilà, il y a vraiment énormément de postes où on peut commencer à actionner la tronçonneuse pour réduire tout de suite le budget de l'État de 100 à 150 milliards d'euros en un an et sur un quinquennat bien plus. Mais il convient tout de même de s'interroger. Si on dégraissait le mammouth et qu'on sabrait dans les dépenses, qu'adviendrait-il de ces millions de Français qui vivent de rentes de situation et de subventions? Quid des fonctionnaires? Est-ce que licencier massivement ne va pas faire éclater ce qui reste de la cohésion sociale? Nous avons envisagé
cette piste dans notre contre-enquête. Oui, c'est une bonne question puisque c'est ce qui fait peur à tout le monde. Mais en vérité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire progressivement. Ensuite, une fois qu'une économie est libre et que la création de valeur ajoutée se fait beaucoup plus rapidement, après une période inévitable où effectivement on doit se serrer un petit peu la ceinture et il y a une espèce de chaos créatif qui se met en place, eh bien très très vite l'économie se remet à produire des emplois, des débouchés, des investissements. On le voit en Argentine finalement, même si les Argentins ont dû faire des efforts. Bon, eux, ils avaient vraiment pas le choix puisque sinon ils faisaient faillite, mais ils ont dû faire des efforts, on va dire, pendant entre 8 mois et 1 an, où ça a été difficile. Et ça y est, dès la deuxième année, l'économie repart à plein régime. Il y a la deuxième croissance mondiale annoncée pour 2025. Il y a déjà le chômage qui baisse, les revenus du travail qui payent, donc le pouvoir d'achat qui augmente. Il faut faire les choses progressivement. On peut pas tout faire du jour au lendemain. Par contre, on oublie que la croissance, ça va très très vite. C'est vraiment même spectaculaire. Je pense que bon, peut-être Milei, lui, oui, s'y attendait parce qu'il est vraiment possédé. Mais même les plus optimistes comme nous, on a pu être surpris par la vitesse à laquelle ça va. Et ça, les gens ont du mal à s'en rendre compte parce qu'évidemment, on est dans des économies qui font 0,2% de croissance, 0,4%, on est content. Et oui, sauf que quand c'est 5, 6, 7, en 1 an ou 2, ça transforme un pays. Hmm. Et alors justement, est-ce que sur ces économies, vous êtes confiant sur l'émergence d'un candidat un petit peu qui défendrait ses positions, ses idées dans le paysage politique français? C'est une question qui revient souvent. C'est vrai que c'est difficile d'être optimiste parce que les vraies voix libérales en France, elles sont très très rares, hein, vraiment très très rares. Il y en a une ou deux. Mais je pense que, étant donné que les succès de Milei vont être de plus en plus flagrants et que plus personne ne pourra les nier à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'on va voir chaque semestre qui passe, on va voir de manière de plus en plus éclatante que la liberté, bah, ça fonctionne pour tous, pour tout le monde s'enrichit. Bien, il va y avoir des offres politiques en conséquence, puisque forcément, il va y avoir une demande. Les gens vont dire, ah mais regardez ce qu'ils ont fait là-bas, ça fonctionne bien. Et donc, il va y avoir une réponse des classes politiques, pas seulement en France, je l'espère. Peut-être que Sarah Knafo, Éric Ciotti, David Lisnard sont les candidats les plus libéraux, on pourrait qualifier? C'est ça, je dirais même que David Lisnard et Sarah Knafo sont les deux seuls. Voilà, c'est à eux que je pensais. La question n'est pas de savoir qui est le plus libéral. C'est pas une course de petits chevaux pour savoir qui est le plus libéral. Vous avez cité l'UDR de Ciotti et vous m'avez cité Marion Maréchal, mais les deux travaillent avec le Rassemblement national et sont liés au programme du Rassemblement national. Donc je ne pense pas qu'ils soient libéraux puisqu'ils défendent un programme socialiste. Le but, c'est pas d'être libéral pour être libéral. Il faut avoir le courage d'assainir les comptes publics. Il faut avoir le courage de faire des coupes et il faut appliquer les solutions, notamment les solutions, supprimer l'aide médicale d'État. Oui, il faut du courage politique pour le faire et le faire du jour au lendemain, comme on l'envisage. Supprimer l'aide publique au développement, il faut le courage de le faire pour l'appliquer. Et nous, on a chez Reconquête ce courage. Nous, notre but, c'est de rendre leur argent aux Français et que l'État arrête de leur en prendre un maximum dans les poches. Pas d'avoir la médaille d'or de celui qui est le plus libéral. Javier Milei a été très diabolisé par la presse française. On nous annonçait la catastrophe de la catastrophe. Il a pris des mesures radicales. Ça a l'air de fonctionner. Tant mieux pour les Argentins. Est-ce que le modèle Milei est complètement duplicable en France? Je ne pense pas qu'il le soit complètement, parce qu'on n'a pas le même pays, pas la même culture. Mais moi, je suis toujours partisan de s'inspirer des choses qui marchent, qu'elles soient en Argentine ou ailleurs dans le monde. La question des dépenses publiques nuisibles sera assurément l'un des thèmes prioritaires de la prochaine élection présidentielle. Des propos polémiques de François Bayrou sur les boomers jusqu'au phénomène viral de Nicolas qui paye, elle s'invite aussi bien dans l'arène politique que sur les réseaux sociaux. Entre le constat du poids inédit de l'État, les mises en garde d'économistes comme Philippe Herrlin, l'inspiration du modèle radical de Javier Milei et l'écho qu'il trouve dans certains politiques français, le débat semble plus vif que jamais. Reste une interrogation centrale. Cette bataille contre les dépenses nuisibles doit-elle
vraiment opposer les générations? Ou ne vaut-il pas mieux s'attaquer aux racines du problème, à savoir, le système a tué les peuples qui nous gouvernent depuis 50 ans? À bientôt, dans un prochain contre-enquête.